Mesdames et messieurs, d'abord je voudrais remercier à nouveau l'ensemble des forces vives ici présentes, à commencer par les enfants du collège Jean Monnet. Je veux remercier les enfants pour leur participation, leur présence, leur témoignage. Je remercie les enseignants qui les accompagnent et le surveillant aussi qui est là, du collège. Je remercie les parents, les familles, remercier l'harmonie, remercier les forces de l'ordre, les autorités, mon lieutenant, remercier le porte-drapeau, remercier aussi Hervé, le maître de cérémonie, qui met toujours du cœur et qui dort très mal les nuits qui précèdent les cérémonies, tellement il est stressé, parce qu'il a à cœur de bien faire. Et vous voyez les enfants, c'est un exercice qui n'est pas facile, que de parler au micro, que de s'exprimer face au public, mais c'est la bonne école, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. C'est toujours un exercice intéressant. Parler avec son cœur, surtout. Je remercie aussi les différents représentants du monde associatif, avec un clin d'œil particulier aussi à Alain Ingé, qui est le président de l'association Histoire et Patrimoine, et vous verrez à la suite de mon propos qui m'a donné quelques éléments révélateurs sur cette cérémonie qu'il convient de respecter, d'honorer. C'est un devoir de mémoire que d'être là. C'est important de célébrer ce 11 novembre. Beaucoup de choses ont été dites autour de cette Première Guerre mondiale. À chaque fois que j'entends cette grande guerre, j'ai mes poils qui hérissent. La guerre n'a rien de grand. Et celle-ci a été tout sauf grande, c'était une boucherie. Et je crois que 106 ans après, c'est bien de le rappeler que finalement, quand on réfléchit à la genèse de cette guerre, l'origine, tout ce qui a fait en sorte qu'elle soit déclenchée, c'est lamentable, c'est pathétique, c'est scandaleux parce que les vrais héros ne sont pas celles et ceux qui donnent leur nom à un certain nombre de boulevards. Je pense ici aux maréchaux, aux généraux, comme on peut l'avoir ici dans notre commune. Les vrais héros sont les poilus. Les vrais héros sont ces garçons qu'on a envoyés à la mort, ces poilus qu'on a jetés en pâture, alors qu'il me vient à l'esprit, en même temps que je m'exprime, les propos tenus par un pacifiste qui s'appelait Jean Jaurès, et qui dès 1913 était député de la Nation, tirait la sonnette d'alarme. On lui riait presque au nez, en disant « Ne croyez pas que cette guerre sera une guerre de mouvement, ce sera une guerre de tranchées ». Et cela a été dit en partie dans le propos tenu par Jacques, à l'occasion de la lecture de la lettre qu'il vient de nous donner. C'est les conditions effroyables dans lesquelles ces poilus étaient jetés. Et on voit bien, 4 années plus tard, ces millions de morts. Mais aussi, il est important de le rappeler, ces millions de blessés, ce qu'on appelait les gueules cassées. Et j'ai une pensée aussi en disant ça à celles et ceux qui n'ont pas eu la chance, et je le mets entre guillemets, de pouvoir être reconnus comme blessés au combat ou morts pour la France. Parce que non seulement on perdait un mari, un père, un frère, mais en plus on se retrouvait sans rien, sans aide, sans indemnité, sauf si on était reconnu mort pour la France. Et celles et ceux qui avaient poussé à ce que finalement on se batte ont été jusqu'après-guerre dans la mesquinerie totale à faire en sorte qu'il y ait des économies qui soient réalisées sur le dos de ces victimes. J'ai mon arrière-grand-père qui s'appelait Léon Bulot, qui a été gazé en 1916 et qui n'a pas été reconnu ni par l'association des anciens combattants, ni par l'État, comme blessé au champ de guerre. Et ce qui fait que lorsqu'il est rentré après-guerre, il a eu
4 années de guerre en tant que soldat. C'est un miracle d'avoir traversé 4 années de guerre en tant que soldat. Le malheur d'être alité finalement jusqu'à la fin de ses jours. De octobre à mars, il était couché. Voilà. Et il n'y avait pas d'indemnité, parce qu'il n'était pas reconnu comme tel. Ce qui fait que mon arrière-grand-mère, avec des enfants, elle n'avait pas le choix que de se battre pour survivre. Il est décédé en 1941, il avait 45 ans, il avait le cœur d'un homme de 90 ans. Et à travers lui, je pense à tous ces poilus de France, comme je pense aussi à tous ces soldats qui se sont embrasés. Parce que de part et d'autre, dans chaque camp, la stupidité de la guerre était la même. Voilà. Souvenons-nous que c'est un attentat qui s'est déroulé le 28 juin 1914 à Sarajevo, en Serbie, qui a déclenché cette boucherie. Par le jeu des alliances, vous le savez, j'imagine que c'est vu à l'école, au collège, le programme, ce qu'on appelait la triple entente et la triple alliance se sont affrontés. Voilà, pendant 4 années. Et donc, je trouve normal, non seulement qu'on respecte ce jour férié, mais qu'on soit présent et qu'on s'inscrive dans la durée pour défendre notre mémoire collective et leur mémoire. Et pour parler un peu de Grand Fort Philippe, de notre commune, il faut savoir que le maire qui est en place en 1914, lorsque le conflit éclate, s'appelle Jules Merlin. La vallée, il est dévoué, il s'investit, il donne tout ce qu'il peut pour sa population. Malheureusement, il est fauché en 1917, brutalement, par la maladie. Il est remplacé par Eugène Dumont, qui est alors son premier adjoint, qui se fera élire ensuite en 1919. Et en 1917, pour vous dire comment c'était dur pour nos familles de marins, l'Allemagne occupe une partie du nord de la France, les mines de charbon. Ce qui fait qu'il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de quoi se chauffer. Et donc on prend tout ce qu'on peut pour se chauffer. Il faut imaginer les conditions épouvantables. Et quand on prend la mer, on continue à vivre, parce que la mer, à cette époque-là, elle est nourricière. C'est pas une mer où on va faire de la plaisance et du loisir. Et ben on risque de sauter avec les mines. Ça a été dit joliment par le témoignage d'un des enfants. Et derrière nous, on a le monument aux morts qui a été financé par souscription populaire, qui a été financé grâce aux dons de Jules Talleux, qui était propriétaire du terrain, grâce à la mobilisation de Léon Marchal, qui était le président de la Société des anciens combattants, et puis grâce au financement des uns et des autres. Et en 1920, quand on fait cette inauguration, forcément, il y a beaucoup d'émotions, parce que toutes les familles sont impactées. Et le château Talleux, on l'appelle comme tel dans notre jargon aujourd'hui, abrite des officiers belges qui ont dû fuir aussi une partie de la Belgique, comme 25 ans plus tard. On a un monsieur qui s'appelle Monsieur Sommer, qui est un soldat, qui est un jeune soldat et qui se retrouve dans le château Talleux avec ses officiers. Et finalement, il reviendra plus tard, en 1940, alors qu'il fuit une partie de la Belgique avec 600 Belges civils. Et il se rappelle qu'il était ici pendant la Première Guerre mondiale, hébergé dans ce petit village de marins. Et finalement, tout cela conduit malheureusement au drame du cochon noir. Alors, je voudrais vous citer les noms des 24 personnes, 24 jeunes pour la plupart, qui sont tombés dès les 5 premiers mois de cette guerre. En 1914, quand le conflit éclate, on a forcément une réquisition, la mobilisation générale, et on a 24 grands forts philippois qui tombent au bout de 5 mois. Et je voudrais vous citer leurs noms, vous donner leur identité, parce que c'est important parfois de faire résonner le nom des gens. Albert Cahu, mort pour la France à l'âge de 25 ans.
Clotaire Capel, mort pour la France à l'âge de 23 ans. Charles Creton, mort pour la France à l'âge de 20 ans. Adrien Dubos, mort pour la France à l'âge de 24 ans. Julien Fournier, mort pour la France à l'âge de 23 ans. Pierre Fournier, mort pour la France à l'âge de 21 ans. Justin Lefebvre, mort pour la France à l'âge de 22 ans. Julien Loisel, mort pour la France à l'âge de 24 ans. Paul Loisel, mort pour la France à l'âge de 27 ans. Jules Mélier, mort pour la France à l'âge de 25 ans. Jérôme Milleville, mort pour la France à l'âge de 26 ans. Paul Muller, mort pour la France à l'âge de 35 ans. Georges Pruvot, mort pour la France à l'âge de 24 ans. Eugène Talleux, mort pour la France à l'âge de 21 ans. Joseph Vasseur, mort pour la France à l'âge de 30 ans. Charles Vérove, mort pour la France à l'âge de 36 ans. Antoine d'Aubercourt, Pierre Creton, Joseph Fournier, Louis Labroix, Alfred Labroix, Jules Lemaire, Pierre Vamplou. Au total, c'est, à la fin de ce conflit, 152 morts de Grand Fort Philippe à l'occasion de cette Première Guerre mondiale. Pour terminer mon propos, je voudrais vous lire une lettre, la lettre d'un poilu, d'un soldat, qui est originaire de Coudekerque et qui s'appelait Bourdon Cornille. Il était né en 1864 à Tétéguem. Il est marié à Delva Philomène, née en 1863 à Dunkerque. Je vais vous lire sa lettre si vous le voulez bien, parce qu'elle me semble à la fois révélatrice et importante, pour qu'elle fasse encore écho de nos jours. Il écrit à sa maman. Le 30 juin 1915. Ma chère mère, je vous écris ces quelques lignes pour vous laisser savoir que je suis toujours en bonne santé. Et j'espère que vous êtes de même. Chère mère, je viens de recevoir votre lettre qui m'a fait grand plaisir de vous voir tous en bonne santé, ainsi que les grands-parents et toute la famille. Chère mère, j'ai reçu le paquet que vous avez envoyé avec le gâteau qui m'a fait grand plaisir. Ce paquet m'a fait penser au dimanche, quand on était tous ensemble à manger un beau morceau de gâteau, avec une bonne tasse de café et avec une bonne goutte. Je vois que le four marche toujours et j'espère que nous allons retourner à la maison et que le four sera trop petit. Chère mère, où est le temps où on mangeait toute la semaine du gâteau, quand on est avec ces deux pauvres petites tartines dans sa poche? Vivement notre retour, afin qu'on puisse reprendre son petit travail comme avant. Chère mère, je viens de recevoir une lettre d'Auguste. Il est toujours en bonne santé et que sa jambe va de mieux en mieux et qu'il espère bientôt venir à la maison avec la paix au galop. Chère mère, je viens de recevoir une carte d'Henri. Il est toujours en bonne santé. Cette carte est datée du 22 juin, qui m'a fait grand plaisir, parce qu'il y avait déjà un petit moment que j'en avais pas reçu. Il y avait environ un mois que j'en avais pas reçu. Il me dit qu'il va écrire une lettre dans quelques jours, juste de ses nouvelles. Chère mère, je suis toujours au repos. Je pense qu'on va aller aux tranchées demain soir. Je pense que Dieu me protégera comme Auguste, afin qu'on puisse retourner à la maison tous les trois en bonne santé. Ce jour-là, nous ferons la ducasse. Chère mère, je n'ai plus grand-chose à te dire pour aujourd'hui. Je finis cette lettre en vous embrassant bien fort, de loin comme de près. 150 000 baisers pour vous tous. Faites le bonjour aux grands-parents, à mon oncle et à ma tante, à ma reine et à monsieur le curé, et à tous les voisins. Je vous embrasse bien fort, frères et sœurs, petit Omer et Robert de la petite Denise. J'espère qu'ils sont tous bien sages. Au revoir, ton fils qui vous aime pour la vie. Une prière pour moi, s'il vous plaît. Marcel Bourdon. Merci de votre attention.